Est-ce que je peux avoir le son? Merci. Merci, professeur Courti. Je vous invite à terminer. Sinafa, on vous invite pour le débat. Et nous allons commencer une fois que M. Nafa s'installe. Il est installé. Vous avez droit on a droit à 3 questions pour Sinafa. Oui, le baladeur. Je vais vous donner le mien. Donc une question au professeur Sinafa. Une fois que le diagnostic de carcinome hépatocellulaire est établi et que la chirurgie a été retenue pour l'exérèse de la tumeur, peut-on s'attendre à un trouble de la fonction hépatique, étant donné qu'on a amputé le foie d'une bonne partie de son volume hépatocellulaire? Très bien, oui. Merci pour la question. Je précise que dans la salle, nous avons un spécialiste du carcinome hépatocellulaire, Monsieur Chéry, qui va se faire un plaisir de m'accompagner dans ma réponse pour vous formuler une réponse pratique. C'est très bien. On est tout à fait dans la problématique de ce qu'on pensait. Vous avez un foie qui fait 1,2 kg de sang. Vous allez enlever une boule, mettons, qui fait 5-6 cm. Bon, la première des questions, il y a des chirurgiens dans la salle, ils répondront pour moi. Est-elle enlevable, extirpable? Il y a des questions, foie droit, foie gauche, je laisse la balle du côté des chirurgiens. La question qui concerne les pathologues, c'est est-ce que le foie d'à côté va pouvoir redémarrer? Est-ce que votre malade va ne pas faire de complications? Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que vous touchez, il y a des gens qui ont ouvert et qui ont refermé, le foie réagit. Donc la question que vous me posez revient à estimer la masse hépatocytaire que vous aurez laissée. Est-ce qu'elle sera en bon fonctionnement? Alors, il y a plusieurs combinaisons de tests. Il y a le Child-Pugh dont on avait parlé. Il y a la volumétrie que font beaucoup de nos collègues. Pratiquement toutes les équipes du monde utilisent la volumétrie. Et il y a des tests un peu plus spécifiques dont je n'ai pas parlé, mais qui méritent quand même qu'on en dise quelque chose. Au fait, la question, c'est d'essayer d'avoir une clairance hépatique, un peu comme le rein. Et il y a des tests plus modernes, bien qu'ils soient... Il y a des... Vous connaissez le verre d'indocyanine. C'est très simple. Vous allez supposer que le foie fonctionne, parce que la problématique est différente. 90% des hépatocarcinomes surviennent sur des cirrhoses. Donc, même si le foie est gros, ce qui est l'apanage d'une cirrhose, est-ce qu'il est bien fonctionnel? C'est ça la question. Si c'était du foie sain, la volumétrie suffirait. Mais comme c'est du foie malade, il va falloir mettre dans vos têtes, est-ce que la quantité de foie qui va rester va être suffisante? Donc, on a l'habitude d'utiliser un colorant qui s'appelle le VERT, V-E-R-T, d'indocyanine. Vous l'utilisez, il est capté par le foie et vous allez regarder la courbe d'élimination. Au bout, plus le foie capte le produit, plus il élimine vite, plus il est fonctionnel, plus vous autoriserez l'intervention. Donc, en somme, vous allez regarder votre courbe et on prend arbitrairement 15 minutes et si vous avez épuré de 50% à 15 minutes, on considère que la masse hépatocytaire restante est suffisante. Il y a d'autres tests un peu plus compliqués. Probablement que le professeur Chéry en parlera pour tester les médicaments. Pour être complet, il y a des tests au galactose, il y a des tests à l'aminopyrine, il y a des tests à la lidocaïne, il y a plein de tests, mais c'est une question qui est toujours discutée en staff quand on va inscrire quelqu'un pour une exérèse. On a l'habitude d'avoir les anesthésistes, les chirurgiens, les hépatologues, et plusieurs comorbidités, donc prenez l'habitude de travailler en staff et je pense que M. Chéry aura probablement quelque chose à rajouter par rapport à ces exigences. Merci, professeur Nafa. Je pense que l'essentiel a été dit, sauf que, est-ce qu'il y a eu une bonne indication de la résection? Donc là, on se pose beaucoup plus sur les recommandations
il y a des recommandations internationales de PCLC. Donc, et c'est suivant le child. Donc là, parce que là, on est devant deux pathologies. Il y a la pathologie tumorale, et il ne faut pas oublier le parenchyme adjacent qui est vraiment malade. Donc il faut peser le pour et le contre. Et vous avez les recommandations de la BCLC, l'algorithme. Est-ce qu'il est au stade opérable ou pas? Et là, il ne faut pas oublier, et on revient toujours au RCP qui est impératif pour poser le diagnostic. Merci, professeur Nafin. Ma question est la suivante. Parmi vos malades, est-ce qu'il y a plus de malades diabétiques, puisqu'on voit de plus en plus des affections hépatiques chez les diabétiques? Merci. Oui, c'est une très bonne question. Et si tu permets, j'y répondrai tout à l'heure. Mais oui, il y a quelques années, on voyait beaucoup d'hépatite C, d'hépatite B. Aujourd'hui, moi, je vois 60% de mes patients sont des patients qui sont en NAFLD ou NASH, et sur les MAFLD, comme vous avez dit, vous avez raison. MAFLD, on verra tout à l'heure pourquoi il faut dire MAFLD plutôt que NAFLD. On verra, mais tu as raison. Aujourd'hui, le motif de consultation pour complications hépatiques en rapport avec la stéatose, le diabète, le syndrome métabolique, ça représente 60-70% des consultations d'hépato. Bonjour. C'est une question beaucoup plus pour les enfants que les adultes. C'est comme je suis pédiatre. Je ne sais pas si vous avez de l'expérience un peu. Un Wilson, un garçon Wilson, 12 ans, un TP bas, faut-il l'inscrire dans la liste de transplantation ou en attendant commencer le traitement? Vous connaissez la pédiatrie beaucoup mieux que moi. Je connais la forme de Wilson un peu chez l'adulte. Il faut quand même dire qu'en France, ce genre de discussion, j'avais posé la question déjà avant-hier, ce genre de problème se règle dans les centres dédiés aux maladies rares du foie. On y viendra, on va dire. Il faudra des centres de maladies rares, parce que c'est des décisions très difficiles. Mais moi, un Wilson, dans ma tête, pour moi, tout sujet qui a moins de 55 ans, 60 ans, qui a un TP inférieur à 50%, fait de lui un greffé potentiel. Il faut, je ne sais pas s'il faut l'inscrire, c'est une RCP qui inscrit, mais moi, en tant que clinicien, je ferai tout pour ne pas compromettre une transplantation chez ce garçon, et je ne ferai pas de geste qui contraindrait ça. Et j'insiste parce que je veux vous donner quand même, le but n'est pas de parler de l'indication de transplantation chez le Wilson, c'est très compliqué. Le but est de dire, en tant que clinicien, qu'est-ce que je fais? Si vous avez quelqu'un qui est candidat potentiel à une transplantation, attention si vous lui faites enlever la vésicule, un truc banal. Il ne faut pas qu'on compromette, il ne faut pas que l'équipe qui n'ait jamais... Si vous coupez le cholédocara, il ne vous laisse pas de trompe-porte, il faut penser au problème de tuyaux. Excusez-moi de parler clair. Donc ça, il faut avoir une idée. Quand je dis je ne compromettrai pas la transplantation, ça veut dire qu'il demeure candidat potentiel. Il y a un gap pour l'inscription. On se censure parfois, vous le faites tous. Il y a un gap sur la liste d'attente. Il y a un gap sur la transplantation. Il y a un gap sur la survie. Donc, moi, je ne lis pas dans les boules de cristal, mais primum non sare, je suis médecin, donc je n'occasionne pas de perte de chance à mes patients. Enfin, j'essaie de ne pas le faire, sciemment, tout du moins. Tu veux dire quelque chose? Merci. Dans votre exposé, vous avez dit, ce que j'ai vu, c'est surtout de l'exploration biologique. Moi, je suis chirurgien. L'exploration de biologique, oui. À base d'examens biologiques, avec tout ce que vous avez, c'est très bien. Mais sur le plan pratique, nous, en chirurgie, on sent un retard dans le diagnostic de tout ce qui est obstructif. Alors, j'aurais aimé, je veux avoir votre sentiment. Est-ce que
d'emblée, surtout, ça se passe quand le malade est ictérique. Il y a des situations où c'est simple, on s'oriente cliniquement, mais on voit chez nos confrères qu'on a tendance à lancer une exploration biologique, alors que pour nous, chirurgiens, pour gagner du temps, pour nous, il faut commencer par une échotomographie, voir le diamètre des voies biliaires. Si c'est dilaté, on va vers une étiologie obstructive. Si ce n'est pas dilaté, donc c'est dans tout ce que vous avez donné pour ne pas perdre de temps et recevoir un malade en chirurgie. Quand la fonction hépatique est tellement détériorée, il faut passer par un premier temps de dérivation et les 2 temps sont plus ou moins délétères. Je voudrais avoir votre sentiment sur ce point précis. Mon sentiment précis sur ce point précis est que vous avez raison, mais je rajouterai juste ça ne mange pas de pain de lancer les 2 choses en même temps. Faire un bilan hépatique, c'est tout à fait du plus commun des mortels. Et nous avons d'ailleurs cette discussion, je l'ai en permanence dans notre équipe, puisqu'il y a des endoscopistes et il y a des hépatologues. Et que moi, je ne sais rien faire en endoscopie. Donc la première question, j'ai l'habitude de cette question parce que quand je demande à un collègue, tu peux me faire un cathé, tu peux me faire... Il me dit, il a les voies biliaires dilatées ou non? Donc je suis habitué à cette question. Je suis d'accord avec vous, la dilatation des voies biliaires est un élément décisionnel important. Moi, j'ai une question. Docteur, il faut être équitable. Donc, on a donné 3 questions et on a rajouté la 4e à professeur Berken. Donc, on passe à la deuxième conférence. Et après, si on aura du temps, on vous donnera la question. Hein, ça ne pose pas de problème. Donc, ça sera pour la deuxième, c'est pour le problème de constipation avec notre ami professeur Kourti. On passe aux questions. Oui. Pour les constipations mécaniques liées aux adhérences post-chirurgicaux, qu'est-ce que vous préconisez comme traitement? Alors les adhérences, les constipations post-adhérence, ce n'est pas des constipations. C'est des syndromes subocclusifs liés à ces adhérences. Alors là, il faudrait, je pense, parce que le risque, surtout si le sujet est âgé, alors c'est le risque, c'est le volvulus sur cette adhérence. Donc là, il faudrait aller à la chirurgie pour enlever ces adhérences. C'est tout simplement parce qu'une fois que nous avons une constipation, vous savez qu'avec l'âge, même le fascia de Toll, etc., ils vont s'allonger. Et si on a un côlon qui est lourd du fait du bol fécal qui n'est pas bien évacué et propulsé, on peut avoir une rotation sur cette adhérence. Donc ce n'est pas une constipation. Oui. Professeur Kourti, je voudrais poser une question, si ce n'est pas une réflexion, un ajout de ma part, concernant les constipations inhérentes au problème du mégacolon. Bon, d'une part, parce qu'il y a eu liaison avec les problèmes d'innervation rectale. Deuxième chose, rapidement, pour ce qui est des fissures anales. Oui, monsieur Mohamed. C'est bon. Alors oui, c'est une très bonne question. Alors en matière de côlon qui est dilaté, nous avons 2 situations. Nous avons le dolichocolon qui est avec l'âge, nous avons un allongement de la longueur du côlon avec des boucles. Nous, on connaît très bien ça en colonoscopie, c'est très difficile de déboucler. Alors là, c'est une constipation de progression, mais il y a aussi le mégacolon. Alors le mégacolon, là, il faut rechercher les autres. Il y a soit les neuroleptiques, soit les maladies inflammatoires, soit le mégacolon qui peuvent être aussi liés à un syndrome infectieux, ce qu'on appelle le mégacolon toxique. Et là, ça peut engendrer, le risque, c'est d'avoir une perforation. Donc là, il faut toujours faire la part des constipations chroniques liées au dolichocolon et faire la part du mégacolon. Là aussi, il y a un autre problème. Nous n'avons pas parlé, c'est les pseudo-obstructions, les POAC,
pseudo-obstruction intestinale. Alors là, les pseudo-obstructions intestinales on fait de mieux en mieux et de plus en plus le diagnostic de ces pseudo-obstructions intestinales. Et là, on peut aller jusqu'à un traitement par les dérivés de la sandostatine. Parce que ce sont des sujets qui vont rester constipés et qui vont avoir ce qu'on appelle des constipations. Parfois, on est amené à faire des exsufflations. Par exemple, c'est le syndrome d'Ogilvie. Donc, on est amené à faire des exsufflations en urgence par colonoscopie. Donc, c'est très difficile, surtout chez une population âgée, le plus souvent avec une comorbidité et sous traitement généralement neuroleptique. Donc, ça aggrave le tableau. En fait, ils ont lancé mon mode présentateur, il a lancé au moment du pré-test, donc le minutage. Donc moi, quand j'ai vu 27 minutes, moi je suis bête et discipliné, j'ai coupé court. Moi, j'ai pas envie qu'on me dise « Oh ben, qu'est-ce qu'il y a ?» D'accord. Non, je plaisante. Du coup, j'ai fini. Vous avez vu les diapos sur l'hépatite C. En plus, j'ai zappé la question sur laquelle je travaille actuellement et sur laquelle je rends des comptes en faisant plat de terre. Le dépistage, il s'applique à une population. Ce n'est pas la peine de faire du dépistage systématique. Hépatite C, il faut dépister ceux qui ont fait de la prison, ceux qui sont tatoués, ceux qui sont transfusés avant 1990. Il y a 11 conditions de la Haute Autorité de Santé. Au-delà, malgré le fait qu'on applique ces recommandations de façon scrupuleuse, il demeure en France 93 000 personnes, ou à 100 000, on ne sait pas, c'est une estimation, qui ont une hépatite C et qui l'ignorent. Ça s'appelle l'épidémie cachée. Et pourtant, ils pourraient bénéficier d'un traitement court, sûr, rapide, efficace, qui les guérirait à 99%. Mais ils ne le savent pas. Donc on a dit on va faire du dépistage systématique et on n'y arrive pas parce qu'on s'est planté le Covid. Et puis les gens, on dépiste. Il faut cibler. Quand on l'a fait systématiquement à l'hôpital, c'est des résultats. Ils n'ont pas encore été écrits. Je suis content de les dire à Schleuf. Quand on dépiste à l'hôpital, on trouve 4 fois plus de malades, mais ils sont trop âgés, ils ont trop de comorbidités et on ne peut pas les traiter. Donc il faut faire un dépistage aux alentours de 40 ans. Merci de m'avoir permis. Maintenant, on passe pour professeur Kurti. Vous avez des questions sur la constipation. Ahmed. Allez-y, docteur Triki, allez-y. Vous avez la parole. Secteur étatique. Donc, pour quelqu'un qui présente des hémorroïdes, chez qui on suspecte ou là on trouve une constipation, quel est le risque qu'il faut craindre et quelle est la conduite à tenir? Alors, chez un patient âgé ou chez un patient adulte, on va dire. Adulte. Alors, la question diffère. Alors, c'est un sujet adulte. S'il y a des hémorroïdes, alors les hémorroïdes, il faut toujours les explorer. Il ne faut pas se limiter à une anoscopie. L'anoscopie va nous permettre de poser le diagnostic de la pathologie hémorroïdaire. Maintenant, il faut rechercher s'il y a un saignement. Il faut faire une colonoscopie. C'est obligatoire. Il faut faire une colonoscopie. S'il n'y a pas, alors maintenant, la constipation est souvent la cause de la pathologie hémorroïdaire. Donc, elle est souvent la cause. Donc, il faut traiter d'abord la constipation, donner un traitement, on va dire médical, pour la pathologie hémorroïdaire, revoir le patient une semaine après et classer le patient, reclasser le patient. Parce que la pathologie hémorroïdaire, il faut la classer. Donc, on le reclasse et là, je vous assure, parce que nous sommes un service qui est spécialisé en proctologie, en coloproctologie. C'est le seul service qui fait la procto. Nous sommes des gastroentérologues. Alors là, on est un petit peu stupéfié de voir qu'avec un traitement, on peut reclasser le patient en pathologie hémorroïdaire. Alors, tout ce qui était grade 3, on se retrouve avec des grades 2 qui peuvent bénéficier, par exemple, s'il y a un saignement, d'un traitement instrumental. Et maintenant, grâce à la ligature, donc on arrive quand même à éviter la chirurgie. Donc, s'il y a saignement, c'est surtout l'infrarouge. S'il y a des hémorroïdes
internes qui sont prolabés. Alors là, c'est plutôt la ligature. Alors le traitement chirurgical, c'est après traitement médical, après avoir régulé le transit intestinal. Alors, si on a une pathologie hémorroïdaire grade 4, là, on peut passer à l'acte chirurgical. Mais c'est le sujet âgé, c'est-à-dire en gériatrie. Il faut éviter l'acte chirurgical. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un vieillissement de l'appareil. Alors, on parle d'appareil sphinctérien anorectal. Et si on fait une hémorroïdectomie, on va aggraver cette incontinence. Et vous savez que l'incontinence, c'est un sujet tabou en Algérie. On n'en parle pas, mais je vous assure, nous avons fait un petit questionnaire il y a de cela 3 ans, dans mon ancien service, et on s'est aperçu que, le chiffre c'était à peu près dans les 40%, je ne me souviens pas bien, dans les 40% de la population âgée de plus de 65 ans en Algérie, c'est-à-dire dans l'ouest algérien, il y avait une incontinence anale. C'est le sujet âgé de plus de 75 ans. Donc 40%, c'est énorme. Si on fait une chirurgie hémorroïdaire, il faut savoir que nous allons non seulement entraîner une incontinence rénale, parfois des sténoses post-hémorroïdectomie. Il faut savoir que les hémorroïdes ont un rôle très important, surtout si le sujet âgé, c'est la continence au gaz. Donc c'est très important, ce sont des sujets qui vont avoir un handicap fonctionnel. Pourquoi? Parce que, je le redis, la population algérienne, c'est une population qui est musulmane, qui, surtout les sujets âgés, qui ont tendance à faire la prière le matin, le soir. Et les ablutions, ça pose un problème quand il y a une incontinence au gaz. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours s'adapter à notre population. L'incontinence au gaz est perçue par la population âgée comme un véritable handicap parce que ça les pousse à faire leurs ablutions et de répéter leurs ablutions. C'est un handicap pour eux. Donc il faut éviter au maximum la chirurgie hémorroïdaire. Il faut traiter, réguler le transit, donner un traitement médical, essayer d'éviter au maximum le traitement chirurgical. C'est la même chose pour les incontinences urinaires chez les femmes. Hein. Professeur Chekhi, toujours dans la constipation. Jusqu'à que tout le monde aura une constipation. Allez-y. Quelle est la place de la recherche de sang dans les selles? La recherche de sang dans les selles. Alors, oui, très bien. En cas de constipation. C'est une très bonne question. Alors, pour faire court, alors actuellement, on utilise des tests immunologiques qui sont spécifiques à l'hémoglobine humaine. Ce n'est plus l'hémoculte qui est la recherche, parce que nous avons eu, enfin, les études ont montré qu'il y avait beaucoup de faux positifs, parce que sa recherche, c'était positif pour tout type d'hémoglobine. Alors là, les nouveaux tests, la 3e génération, c'est des tests immunologiques qui sont spécifiques à l'hémoglobine, mais je vais vous dire, le dépistage ne concerne pas les patients qui sont symptomatiques. Le dépistage concerne les patients, une population qui est asymptomatique. Donc, la place du FIT test dans le dépistage des cancers colorectaux chez les patients symptomatiques, c'est-à-dire qui présentent une constipation, n'a pas sa place. Je reviens maintenant au professeur Sinafa. Est-ce qu'il y a une question sur la communication qui a été présentée par Sinafa? Est-ce qu'il y a une question? Alors, on repasse pour notre ami professeur Kourti. Ahmed, il a levé la main avant vous. اسمح لي سي حدي. Allez-y, وتقد تعاودوا لي السي حدي من بعد. Toujours pour les paraplégiques, tétraplégiques. Avant de faire un lavement évacuateur, est-ce qu'il faut faire une exploration, un ASP ou là? Est-ce qu'il ne faut pas craindre une occlusion? Ça dépend de la symptomatologie. Je le dis toujours, ça dépend de la symptomatologie, de l'interrogatoire et de l'examen clinique. Je vais vous donner par exemple, j'ai en mémoire un patient tétraplégique, on me l'a ramené en consultation, je fais l'interrogatoire,
il avait, je ne sais pas pourquoi, mais il avait des douleurs. Et il a été mis sous anti-inflammatoire. Une constipation, on est parti pour un fécalome, parce que c'était des douleurs abdominales. On est parti pour un fécalome, on fait notre toucher anorectal, l'ampoule rectale était vide. On l'a questionné, est-ce que vous avez eu un saignement, etc. Oui, alors c'était la fille, parce que il faut savoir qu'ils ont des garnitures, c'est-à-dire ils ont des couches, etc. Donc elle m'a dit, quand j'ai changé, j'ai vu un peu de sang. Alors c'est très difficile de faire une colonoscopie. On a fait une colonoscopie, on a fait une petite préparation, alors c'était des lavements, on a fait juste une exploration, on va dire colique gauche, et on se retrouve avec des diverticules, alors que c'est une contre-indication, avec des diverticules qui étaient en phase d'inflammation, qui étaient aggravés par la prise d'ANS. C'était des diverticulites. Alors, on a tout de suite évité d'insuffler, etc. On a retiré l'endoscope. Alors, vous voyez qu'on peut toujours avoir une association. Et chez ces patients-là, c'est toujours cette comorbidité qui complique la prise en charge de ces patients. Alors, au départ, si c'est un tétraplégique, il était bien, etc. Et au bout de quelques années, il développe une constipation. S'il n'y a pas de signe d'alarme, si l'examen clinique est normal, s'il n'y a pas de prise de médicaments qui aggrave, c'est-à-dire surtout parce qu'il ne va pas prendre des neuroleptiques, c'est surtout les anti-inflammatoires, etc. Alors là, on peut se contenter au départ d'un traitement et on réexamine, on réévalue le patient. Je vous ai dit, à la fin, même les traitements, les laxatifs doivent être réévalués systématiquement. Maintenant, s'il a une symptomatologie, alors je préfère faire un coloscan chez ces patients-là pour pouvoir avoir, c'est-à-dire un point de départ de surveillance. Et je vais le garder comme point de départ de référence pour ma surveillance, tout simplement. Je ne sais pas si ma question touche le sujet. En ce qui concerne les fausses diarrhées qui cachent un fécalome, j'aime bien avoir votre avis. Oui, alors ça, c'est les fausses diarrhées qui ne cachent pas que le fécalome. Alors on peut avoir ce qu'on appelle ces fausses diarrhées, et là, il faut toujours explorer. Il faut toujours explorer. Alors là, c'est très important de montrer l'échelle de Bristol. Parce qu'en fait, quand ces fausses diarrhées, c'est quoi? C'est des émissions glaireuses. Hein? C'est des émissions glaireuses, ce n'est pas des émissions fécales. Donc, il vaut mieux avoir une échelle de Bristol, montrer à votre patient et lui dire quel est le type de votre selle. Alors, s'il vous dit ce sont des émissions, ce n'est pas type 1, type 2, ce sont des émissions glaireuses comme ça. Bon, il y a des termes que souvent les patients utilisent. Alors, là, il faut être sûr que c'est une fausse diarrhée et il ne faut jamais, jamais oublier de faire. Alors, nous aussi, parfois, devant un sujet âgé, une dame ou un monsieur âgé, on a tendance à ne pas faire de toucher anorectal. Alors que le toucher anorectal, c'est lui qui va nous permettre de dire est-ce qu'il y a un fécalome ou est-ce qu'il n'y a pas de fécalome. Alors là, je vous dis, il faut casser un petit peu ce tabou avec votre patient et lui dire que ça va permettre d'éviter d'autres explorations. Par exemple, moi, quand j'ai des sujets âgés qui viennent, alors je leur parle d'ablution, etc. Et à la fin, je leur dis, il faut que je complète, après l'examen clinique, quand il a bien sûr essayé d'éviter, etc., alors je lui dis, on va compléter par un toucher anorectal, ça va nous permettre d'éviter une colonoscopie. Une colonoscopie, c'est un tube qui mesure 1,20 m et il va avoir donc un petit toucher rectal et vous allez être, moi je vais être réconforté et vous aussi. Et généralement, les patients acceptent de subir le toucher anorectal. C'est très important, c'est le sujet âgé. Et comme je suis... je donne la parole à Dhaba. Bon, lui, il s'attend à ce que j'explose, je n'exploserai pas. Le mouloud khalas. Donc, je voudrais revenir sur une question, le sujet âgé. On parle de sujet âgé et constipation. Je pense qu'il faudrait d'abord, c'est une petite mise au point, il faudrait d'abord, à l'interrogatoire, éliminer une anorexie. Il y a des patients âgés qui ne mangent pas pendant 10 jours. Juste quelques petits grignotages. Finalement, il n'a rien à
à faire sortir. Le patient a voir la déshydratation, constater la déshydratation, en même temps poser la question à l'entourage, est-ce qu'il n'est pas en anorexie? Et la question que je vais poser notre cher professeur Courti, c'est y a-t-il une place dans l'éducation thérapeutique pour la constipation chez le sujet âgé? Alors, en quelques mots, oui, elle a sa place chez le sujet âgé, non seulement pour la constipation, mais c'est surtout dans un but global de prise en charge. Pourquoi? Parce que ce sont le changement des habitudes de vie qui aggravent non seulement les troubles d'exonération, mais aussi ils vont entraîner une dépression, ils vont entraîner donc peut-être même le laisser aller, peut-être que le patient ne va pas prendre correctement son traitement. Ce sont des patients qui sont polymédiqués. Donc là, c'est une, on va dire, éducation thérapeutique qui est dans un cadre de prise en charge global pour améliorer les habitudes de vie, surtout chez nous, parce que c'est une population qui puritaine, mais je vais le dire en arabe déjà, ما يبغوش كي يشوف روحه كيما هكا ما يبغيش ولاده يشوفوه مريض وكل. Donc ils cachent un petit peu même leurs symptômes, etc. Et en fin de compte, on se retrouve avec des sujets à un stade vraiment évolué. Allez-y, posez votre question. Salam alaikum. Je suis docteur Khassir Ahmed de Tiaret, installé à Tiaret, pour le professeur Courti. Chez le parkinsonien, il y a la kinésie qui lui donne la constipation et on est obligé de lui donner des anticholinergiques. On aggrave sa constipation. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour les laxatifs? Malgré les laxatifs, la constipation persiste toujours. Oui, les anticholinergiques aggravent le tableau de la constipation. Alors là, on est amené à donner des laxatifs. Alors là, je vous ai dit, on peut passer. Alors il y a différents types de paliers. La slide des différents paliers, elle est très simple, mais elle nous permet de passer d'un palier à un autre. Quand on commence toujours par les habitudes hygiéno-diététiques chez ces patients-là. Donc on augmente la quantité de fibres quotidiennes pour permettre aussi d'améliorer le transit. Et là, on peut être amené à associer laxatifs osmotiques à des laxatifs irritants. Là, alors on donne, par exemple, ça marche très bien, on donne des laxatifs osmotiques, par exemple le lactulose, et on rajoute une fois à 2 fois par semaine des laxatifs irritants. Et ça marche très bien généralement. Alors là, si ça persiste, on passe au lavement, parce qu'on est obligé de passer au lavement, où on revoit le traitement. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire et indispensable? On change de classe thérapeutique s'il n'est pas indispensable. Sinon, on est amené à associer 2 à 3 types de laxatifs. Donc, pour finir, je pense que tout le monde a eu droit à une question. Pour finir, j'aimerais bien faire un appel, c'est mon ami Dr Thabem me le permet. Quand est-ce qu'on aura en Algérie le centre pour le foie, l'Institut du foie? On a eu l'Institut du rein, on n'a rien foutu. On n'a pas fait les transplantations rénales, chacun fait dans son coin. Et alors, on a des insuffisants rénaux qui meurent chaque année. Malgré les centres de dialyse qui ont fait, je n'entre pas en politique, mais je parle d'une politique de santé. Certes, je suis dans le privé, mais ça me fait mal lorsque je vois qu'il n'y a que des centres de dialyse qui ont fait le bonheur de certains et pas d'autres. Quand est-ce qu'on aura un véritable institut du rein pour la transplantation du rein et l'Institut du foie pour la transplantation du foie? Parce que ce qu'on est en train de voir actuellement, ce qu'on a vu avec Sénafa, et ce qu'on va voir dans la pathologie, il y a des éminents chirurgiens en Algérie. Il y a des éminents chirurgiens algériens à l'extérieur qui veulent donner et former. Donc on a besoin, s'il y a quelqu'un qui a dans sa famille des gens de cette nomenclature politique, qu'ils leur disent, qu'ils leur crient. Nous, on le dit. Non, laisse-moi terminer. Parce que là, on a...
Là, mais laisse-moi terminer. Et parce que j'ai avec moi professeur Briken, j'ai avec moi docteur Tafat, qui est président de la Société algérienne de médecine générale, parce qu'il faut appeler ces politiques, il faut leur expliquer, il faut lancer un appel. Je le dis ici, c'est vrai, mais je le dis. Si toi, tu ne veux pas le dire, tu as peur pour ton cabinet, moi je le dis, je n'ai pas peur pour ma clinique. Non, mais je te le dis, mais moi, je ne fais pas de politique. Je pense que d'abord, le problème n'est pas au niveau des transplantations. Le problème d'abord, il est au niveau des dons d'organes. C'est le plus important. Le don d'organes en Algérie, où est-ce qu'on en est? Il y a du point de vue religieux, du point de vue scientifique, du point de vue sociétal. Je pense que le problème, il est surtout à ce niveau. Et c'est là où on doit faire quelque chose si on doit faire quelque chose. La transplantation, ça vient après. Le don d'organes en Algérie ne veut pas encore démarrer, malheureusement. On a parlé. L'idée d'un centre pour le rein, le foie, ça c'est en termes de centre qui va coordonner, initier des travaux, etc. Mais nous, à la base, je vais dire une phrase très simple. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre un malade dans un service pour une appendicite aiguë et qu'il soit pris en charge correctement. Du fait de l'absence d'organisation, d'engagement, enfin, il y a des tas de choses qui ne vont pas bien actuellement. Donc, c'est bien, nous, aujourd'hui, on va continuer de parler des pathologies, bien sûr, à ce moment-là, de transplantation, quand on parle de reins, de ceci. Nous, on souffre à la base. Il n'y a aucune coordination entre la tutelle, qui définit les politiques, etc., et qui ramène les moyens de cette politique. Et l'engagement des gens qui sont sur le terrain. Le jour où il va y avoir un mariage vraiment, enfin, c'est un mariage, c'est-à-dire l'état civil, le maire, enfin, des choses comme ça, officiel, voilà, entre les tutelles qui définissent des politiques et bien sûr sur des remontées de nous, c'est-à-dire nous, on est obligé de continuer, comme l'a fait M. Raja, à dire voilà, la population, on est confronté à la population, voilà les problèmes, et on fait des travaux. L'épidémiologie, elle est en retrait, nous pour les moyens. Donc, le jour où il va y avoir ce mariage officiel, l'avion va décoller et elle va faire son vol. Bon, moi je voudrais revenir juste, parce que si vous aviez lu l'éditorial, et je pense que 80% des gens, pour ne pas dire 99%, n'ont pas lu l'éditorial de Dr Ben Khaled. Il en parle largement avec 2 pages. Pour une fois, il en fait 2 pages. Personne ne l'a lu. Je vous recommande de le lire parce que je ne vais pas le lire devant vous. Je pense que le problème, c'est un problème qu'on doit poser aux ministres et aux dirigeants, pas aux médecins. Nous, ce qu'on nous demande, c'est de faire notre boulot, d'apprendre, de faire de la formation médicale continue, d'élever le niveau de d'être à jour. D'abord, c'est pour ça qu'on fait appel à nos professeurs et nos maîtres. Docteur Sinafa a été ramené pour 3 jours, c'est un marathon, il doit revenir aujourd'hui à 1h, il doit descendre à Alger pour repartir demain. Donc c'est un marathon, tout ça c'est fait pour la formation médicale continue. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est la formation médicale continue. D'être à jour, d'être de bons médecins, ça c'est notre rôle. Les ministères, ils n'ont qu'à assumer ces 60 années de retard qu'ils accusent. Je pense que je donne le micro. Salam alaikum. C'est pour cela que je ne lui donne pas le micro, parce que je sais qu'il va s'étaler. La pause café est prête, parce qu'on avait un problème technique, parce que notre sous-traiteur m'a dit la pause café. C'est pour cela qu'on vous a retenu avec le plaisir. Merci, Dr Atia, pour votre excellente communication, que je trouve très didactique. Je vous demande donc de nous rejoindre pour la séance donc débat, ainsi que le docteur Zidane. Donc, vous avez 4 questions à poser donc au docteur Zidane, 2 par communication et 2 questions au docteur Atia.
Bon, j'ai 2 messages à passer à l'assistance. Pour les confrères hébergés dans les hôtels, pour l'hôtel Les Orangers, vous pouvez aller à pied faire un peu de sport. Pour les hôtels la Vallée et Louancharis, vous avez des navettes de bus. La deuxième remarque, pour demain, Inch'Allah, le programme est très très chargé. Nous devons commencer très tôt à 8h30 et nous n'avons droit qu'à une pause de 1h30, de 1h entre 12h30 et 13h30, une pause Jumu'ah et des déjeuners. Donc essayez d'être présent à 8h30 pour gagner un peu de temps et je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher ami Bouhari. Donc, on va passer à la première communication donc, du docteur Zidane, actualité de la maladie cœliaque. 2 questions donc, pour chaque communication parce qu'il est un peu tard et on a une réunion après. Oui, alors? Moi, j'ai plutôt un commentaire concernant la maladie cœliaque. Concernant les algorithmes. Les algorithmes sont faits surtout c'est l'ESPGHAN qui le fait, alors que les algorithmes algériens sont un petit peu influencés par les algorithmes européens qui ont d'autres moyens de diagnostic, et surtout ils ont un parcours pour le diagnostic beaucoup plus facilité en termes de coûts surtout, d'accessibilité. Par exemple, HLA, on ne peut pas le faire, c'est pas... Donc, je pense qu'il faut faire une réflexion concernant des algorithmes adaptés à notre contexte actuel. Et tout le monde le sait, surtout les pédiatres, ils savent très bien qu'une fibroscopie est souvent beaucoup plus accessible et elle revient beaucoup moins cher et nous fait gagner du temps. Alors que si on va suivre les recommandations de l'ESPGHAN pour faire les anticorps antitransglutaminase, d'abord c'est cher, ensuite le problème de la fiabilité des résultats se pose. Alors je pose cette réflexion qu'il faudrait tenir en compte concernant le diagnostic et le suivi de la maladie cœliaque en Algérie. Merci. Merci Nordine. D'autres questions par rapport à la maladie cœliaque? Oui, monsieur. Moi, concernant la pathogénie de la maladie cœliaque, ça se passe donc au niveau de l'intestin et on connaît l'organe dont on parle depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire le microbiote. Est-ce que la dysbiose ne serait pas donc une piste sur laquelle on pourra trouver des éléments de réponse s'agissant qu'il y a un problème d'absorption, il y a le leaky gut syndrome qui pourrait être impliqué au même titre que toutes les autres maladies auto-immunes dont la problématique commence justement au niveau des absorptions des grosses molécules telles que par exemple la maladie de Hashimoto à partir de laquelle on est en train de voir et plutôt de corriger la dysbiose, enfin le microbiote. Donc la question c'est est-ce que les probiotiques seraient un élément entrant dans la perspective thérapeutique, etc., pour ne pas parler d'autres alternatives. Merci. Merci. C'est vrai que la dysbiose actuellement, on en parle beaucoup. Elle est impliquée. Donc il y a beaucoup de pathologies, notamment les maladies inflammatoires, qui sont en rapport avec cette dysbiose, ce microbiote.
Mais la maladie cœliaque, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore évoqué d'un dérèglement de ce microbiote dans la genèse de cette pathologie. Il y a un gluten qui est mal toléré, qui passe, il y a une réaction inflammatoire et il y a une reconnaissance par ce système HLA, il y a une désamination, il y a les peptides, ils ont une affinité pour les poches à HLA. Ce complexe va déclencher une réaction inflammatoire, les CD4 vont déverser les cytokines et c'est la destruction qui commence de la muqueuse. Mais le microbiote, à ma connaissance, il n'a pas été évoqué dans la pathogénie de cette... ça veut dire qu'en donnant des probiotiques ou des symbiotiques, ça ne règle pas le problème. Il faut arrêter le gluten pour désenclencher cette... Deux questions courtes pour la deuxième communication, l'atrésie des voies biliaires. اسمح لي العياشي. Question courte, professeur Abid. Je vais être un peu pessimiste, mon ami Zidane, parce que tout le message que tu as adressé pour le dépistage, aussi bien par les pédiatres que par tout médecin, de l'atrésie des voies biliaires, la répercussion devrait être le traitement, bien entendu, pour les traiter le plus tôt. Il faut savoir, pour les collègues qui ne sont pas médecins, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas chirurgiens, que le traitement de la chirurgie hépatobiliaire, biliaire tout court, est une chirurgie banale, lithiasique par exemple. Mais lorsqu'on a par exemple tout simplement un traumatisme chez un adulte des voies biliaires, un traumatisme, sur une voie biliaire non dilatée chez un adulte, un des traitements, c'est de lier le canal biliaire et de le laisser se dilater avec ictère pour pouvoir après monter une anse et pouvoir l'anastomoser. Ici, nous sommes, c'est des petites crevettes. C'est de la chirurgie néonatale. En Algérie, elle n'existe pas. Très peu de chirurgiens pédiatres, je me demande s'il y en a quelques-uns qui font de la chirurgie hépatobiliaire. J'ai souvenir, hélas, d'une fillette de 8 ans qui avait une tumeur opérable du foie, mais réanimateurs ont refusé de l'endormir parce que non seulement il faut des chirurgiens de chirurgie néonatale, il faut aussi des réanimateurs en mesure d'opérer des enfants de moins d'1 an. Nous sommes à 2 mois et de 3 mois. Il y a un seul hôpital en Algérie, à Oran, hôpital d'enfants, mais Madame, l'ancienne ministre, Madame Mentouri, a développé une résidence, un résidanat en anesthésie pédiatrique. Ceux d'Alger ont refusé et il n'y a pas de chirurgie d'anesthésiste réanimateur pour enfants, par exemple, à Alger. Il y a Oran, mais il n'y a pas Alger. Et cette chirurgie est également, chose très importante, si l'intervention de Kasai, c'est un japonais, c'est au microscope qu'on l'a fait, avec des lunettes. Si elle est faite au-delà de 3 mois, elle se fait aussi bien en Occident, la moitié des enfants ont déjà commencé l'hépatopathie et ils vont évoluer malgré le Kasai vers la cirrhose. Et il faudrait faire la transplantation en urgence. Tu l'as dit toi-même, en Algérie, chez l'adulte, les 2 seuls services qui en font, c'est celui de Constantine et d'Alger, avec M. Boudjma à chaque fois. Donc c'est une chirurgie qui n'est pas encore, hélas, développée dans notre pays. Déjà chez l'adulte, il ne me semble pas, je n'ai pas connaissance qu'une transplantation hépatique ait été faite chez l'enfant, quel que soit son âge. Merci beaucoup. Malheureusement. Je parle de l'Algérie. De l'Algérie. Or, si on dépiste les pédiatres, ils vont dépister chez nos enfants. Je souhaite que cette affection soit en incidence exceptionnelle, rare. Oui, non. Vous avez entièrement raison, M. Abid, parce que c'est vrai que moi, à travers ma présentation, j'ai voulu un peu sensibiliser et dire où est-ce qu'on est actuellement dans notre pays. Mais tout est possible. Si on s'organise, si on inscrit ce problème
dans un programme de santé publique, je pense qu'on va avancer parce qu'on a vu les programmes de santé publique qui ont donné beaucoup de résultats, le rhumatisme et toutes les... Maintenant, ce programme-là, il faut peut-être sensibiliser la tutelle pour dire, écoutez, il y a un problème. Je réponds à la question de M. Tafat. Qu'en est-il du dépistage? Ça suit, le dépistage de la trisomie en Algérie. À ma connaissance, il n'y a pas de programme. L'essentiel, c'est de penser et peut-être faire une échelle colorimétrique dans notre carnet de santé. C'est tout. Diagnostiquer, déjà, c'est un pas. C'est un pas. Maintenant, moi, j'ai discuté avec un ami, professeur Belboueb, à Mustapha. Et bon, il a fait sa thèse sur les atrésies. Il y avait une dame à la CMI de chirurgie infantile, c'est elle qui faisait les casailles. Et il m'a dit que le premier cas c'était un échec, le deuxième cas c'était un peu, le troisième, quatrième, ça y est, elle s'est rodée parce que le fait de faire, il y a une demande, donc il y a une réponse. D'accord? Moi, voilà. Salam alaikum. Est-ce que le diagnostic... La dernière question, donc, avant de passer au docteur Atia, oui. Est-ce que le diagnostic peut se faire en anténatal, échographiquement? Non, c'est une pathologie, c'est vrai que anténatale, mais pratiquement vers la fin ou à la phase... C'est-à-dire que c'est une pathologie acquise les premiers jours de la vie. Donc c'est là où ça se ferme et ça donne de la cholestase. Mais anténatal, je n'ai pas trouvé le... Non. Merci. La carence martiale pour Dr Atia, est-ce qu'il y a des questions? Oui, au fond. Il arrive. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'excellente communication. C'est Dr Sidnes. Je suis libéral à Tizi Ouzou. Donc une question par rapport au traitement martial chez les enfants, avec anémie bien sûr. Le fer ionique et le fer non ionique. Donc si on prend la biodisponibilité de ces deux et la tolérance, c'est-à-dire que choisit-on? Il y a un fer qui est bien toléré et un fer qui est biodisponible. Est-ce qu'on opte pour un fer non ionisé ou ionisé? Et merci. Héminique et non héminique. Au fait, ce qui est intéressant, c'est la biodisponibilité. C'est le fer ferreux, c'est l'héminique. D'accord? Il vaudrait mieux aller vers un fer ferreux qu'autre chose. C'est la nature même de la diététique poronée, c'est-à-dire les produits carnés et viande, poisson et poulet. Merci. Une dernière question. Pour Dr Boufsaoui, est-ce qu'il est là? Et une question pour Dr Ataya. Est-ce qu'on peut corriger une anémie carentielle par un régime riche en fer? Puisque généralement, c'est des carences liées au régime pauvre en fer. Je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce qu'on peut corriger une anémie, une carence martiale par un régime riche en fer? Par un régime alimentaire. Alors la question... Sans traitement. Voilà. Je pense que j'ai bien compris la question. Peut-on corriger une anémie carentielle par un régime riche en fer? Au fait, quel régime? La question, elle est là. À base de viande, poisson. Si c'est une anémie légère et que votre enfant refuse le fer et qu'il est jusqu'à l'âge de 6 ans, par exemple, en bas âge, moi je donnerais volontiers un lait de croissance riche en fer et je vais aller jusqu'à 700 millilitres par jour. Et je pense que la communication du professeur Smahi de Tlemcen a bien prouvé ça. D'accord? Donc on peut éventuellement corriger même une anémie modérée aux alentours de 9-10, pas moins de 9, pas 7 quand même, d'accord? Avec juste
un régime équilibré, ramenant un fer biodisponible à 10 ou 20%, mais pas du lait entier, ni des produits laitiers, qui au contraire vont jouer le rôle de chélateur de fer, en particulier par les richesses en caséine, par la richesse en calcium. Merci. Et la question pour Boufersaoui. Normalement, on est arrivé à la fin parce qu'il y a plusieurs questions. Si je vais donner la parole, je vais donner la parole à Mouzaoui, à Naïli et tout. Donc les organisateurs, je pense que Khaloulé, on est arrivé à terme. Vous pouvez toujours contacter donc les orateurs, vous pouvez leur poser la question. Donc on va juste remettre donc les attestations aux communicants. Et je demande donc encore une fois au médecin généraliste de rester dans la salle. Et sinon, à demain, Inch'Allah, on doit être à l'heure pour terminer très tôt. Merci pour votre assiduité. Les médecins généralistes, restez dans la salle, s'il vous plaît. Docteur Boufersaoui et docteur Dahaba. C'est pour ça خيرتك معاه. Docteur Gassem. La remise de l'attestation donc au docteur Atia par le docteur Gassem. Professeur Abid. Professeur Abid. Micro s'il vous plaît. Professeur Abid pour remettre donc l'attestation. Ah oui,